Merci Michel de Gégère de nous rejoindre. Donc vous avez été le maître d'œuvre de la publication des actes de la 18e Université d'été de Renaissance catholique qui s'intitule « Le mondialisme dans ses œuvres ». Alors c'est quoi le mondialisme et est-ce que c'est différent de la mondialisation ? Alors le mondialisme, pour le définir très simplement, eh bien c'est l'utopie qui voudrait l'institution d'un gouvernement mondial, l'effacement des nations au profit d'un seul grand gouvernement régissant toute la planète et qu'on mettrait en place au nom de la nécessité de gérer un certain nombre de phénomènes qui sont transnationaux. On cite toujours par exemple l'écologie. C'est vrai qu'il est vain d'arrêter les nuages radioactifs aux frontières et il faut une coopération internationale pour régler un certain nombre de problèmes écologiques, le réchauffement de la planète ou autres. Toutes choses qui sont d'ailleurs très souvent mises en avant par les médias pour justifier non seulement la coopération internationale, mais au-delà, la mise en place d'un gouvernement mondial. Alors, gouvernement mondial, en réalité, c'est une utopie qui est tellement lointaine, tellement difficile à mettre en œuvre que il n'est pas pour demain. Mais ce qui se met en place, c'est une espèce de gouvernance mondiale, c'est quelque chose d'un petit peu plus liquide, d'un petit peu plus vague. L'essentiel du projet mondialiste, au stade où nous le voyons se développer, c'est un projet d'effacement des nations au profit, non pas d'un gouvernement structuré, c'est très difficile de mettre en place un gouvernement, il n'y a pas un peuple mondial, etc. Mais on peut, par la multiplication des instances internationales, par le poids accordé aux lobbies internationaux, le poids accordé à certaines entreprises transnationales, on peut petit à petit transformer les États en des courroies de transmission, des relais de la gouvernance d'une élite internationale qui, peu à peu, dicte sa volonté aux États au nom de la nécessité économique, au nom de la nécessité écologique, etc. Et on voit que le mondialisme, en cela, c'est pas seulement un système de gouvernement, c'est une philosophie politique qui est au fond la philosophie politique qui était celle des fondateurs des États-Unis, qui sont ces réformés, ces puritains qui ont été chassés d'Angleterre et qui, arrivant sur la terre vierge qu'était le Nouveau Monde, ont voulu répudier tout ce qui était l'héritage de l'Ancien Monde qui, avec ses nations, avec son catholicisme dominant, avait été fauteur de guerres, d'affrontements, d'inégalités, d'injustices. On allait sur une table rase, fonder une utopie nouvelle, qui est que chacun serait libre, qu'on ne connaîtrait plus que des individus, et que les seules associations politiques que l'on connaîtrait ne seraient pas héritées de la tradition, héritées de l'usage, inspirées par une conception du sacré, mais uniquement la libre association, le libre contrat des individus entre eux. Eh bien, le mondialisme, c'est un petit peu le prolongement de ce projet américain, c'est de transformer toute la Terre en une table rase, en arasant les nations, en faisant disparaître les nations, pour n'avoir face à face que cette gouvernance mondiale et d'autre part des individus. Or, ces individus, une fois que vous les avez privés de leur enracinement, de leur nationalité, de leur religion, de leurs habitudes, ce qui est l'essence du projet mondialiste, pour ne garder entre eux que ce qu'ils ont de commun, qu'est-ce qu'ils ont de commun? C'est leurs besoins matériels. Et donc, dans le projet mondialiste, vous avez en même temps une philosophie qui réduit l'homme à ses nécessités matérielles. C'est une vision matérialiste et utilitariste de l'humanité qui débouche sur le primat de l'économie. L'idée, c'est que, au fond, il y a eu des guerres autrefois parce que, justement, les hommes avaient des usages, avaient des coutumes, avaient des traditions, avaient des nationalités qui étaient opposées, qui les amenaient à se combattre. Alors, tous les slogans qu'on a pu entendre, le nationalisme, c'est la guerre, ça c'était François Mitterrand, ou ce que l'on entend plus près de nous, c'est la religion, les religions, c'est la guerre, le phénomène religieux doit être cantonné étroitement dans la sphère privée pour ne pas devenir violent. Et donc, à ce monde animé par ces passions mauvaises, ces passions tristes, dirait Emmanuel Macron, on va substituer
un monde où, au fond, la prospérité mettra fin à la guerre, car par le progrès des techniques, on arrivera à améliorer indéfiniment les conditions matérielles de la vie, et par cette amélioration, eh bien, on créera une humanité apaisée. Alors vous voyez que ce projet est tout à fait différent. Enfin, il dépasse de très loin la mondialisation. La mondialisation, c'est un phénomène qu'on peut observer, c'est que le progrès des techniques et des déplacements fait que le monde est déjà depuis la découverte de l'Amérique, les grandes découvertes, et puis avec évidemment l'aviation, avec le développement des déplacements à grande vitesse, avec Internet qui permet à l'information de circuler autour de la planète de façon instantanée, eh bien évidemment il y a des interconnexions à l'intérieur de la planète qui sont beaucoup plus fortes qu'autrefois. Ça, c'est un fait, c'est la mondialisation. Le mondialisme, c'est autre chose, c'est un projet utopique, idéologique qui se greffe sur cette réalité pour faire aboutir cette société où l'homme n'aspire plus qu'à des biens matériels et où il n'est plus qu'un individu libre de tout lien et s'associant au gré de ses besoins par le contrat. Alors, votre conférence s'intitule « Sous les ailes de l'aigle ». Alors, que se passe-t-il sous les ailes de l'aigle et quel est le rapport avec le mondialisme ? Parce que vous savez, le mondialisme, justement, se part, si vous voulez, de nos habitudes. Nous, depuis la Grèce antique, nous vivons en cité, nous vivons en État, nous vivons en nation. Et donc, pour justifier cet effacement historique des nations qui est nécessaire au projet mondialiste, eh bien, on a recours à des précédents prestigieux. Et on dit, par exemple, l'Empire romain, c'était déjà un mondialisme puisque c'était l'unité de tout le monde connu. À l'époque, il était bordé par la forêt germanique au nord, par le désert au sud, mais tout ce qui était civilisé vivait de façon prospère dans une unité politique qui avait assuré la prospérité et la grandeur de la civilisation. Et donc, c'est un précédent tout à fait encourageant pour le mondialisme. Alors j'ai fait une conférence sur ce sujet, donc dans cette université d'été consacrée au mondialisme, pour montrer toute la différence entre ce qu'avait été l'Empire romain et le projet mondialiste, en ce sens que d'abord, si vous voulez, l'Empire romain est effectivement une mondialisation, mais c'est une mondialisation qui respecte l'autonomie des cités. C'est une chose qui est finalement pas tellement connue du grand public, qui a une vision un petit peu approximative de l'histoire romaine, c'est que les Romains n'ont pas abrogé l'autonomie des cités. Au contraire, dans les pays barbares qu'ils ont conquis, ils ont créé des cités, ils ont créé des frontières, ils ont inventé le cadastre, ils ont limité les territoires des cités les unes par rapport aux autres pour demander aux populations qu'ils avaient conquis de vivre dans l'autonomie et simplement dans la paix les unes avec les autres. Et puis, la romanisation a répandu le latin, au moins dans la partie occidentale de l'Empire, tout en respectant le grec dans la partie orientale. Pourquoi ? Alors, évidemment, l'analogie qui vient à l'esprit, c'est l'analogie avec l'anglais qui maintenant se répand. Pourquoi l'anglais se répand ? Pour être la langue du commerce, pour être la langue de l'échange commercial. Les Romains ne diffusent pas du tout le latin pour favoriser le commerce, ils diffusent le latin pour favoriser l'étude des belles lettres, parce qu'ils pensent que les belles lettres élèvent l'âme, parce que justement, l'homme n'est pas un être matériel, et que par la lecture des grands classiques, eh bien, il va perfectionner son âme, s'initier aux grands cas de conscience, s'initier au tragique de la condition humaine, et on produira par l'éducation un homme qui ira en s'améliorant, en cultivant les richesses de son âme. Donc vous voyez que le projet d'empire qui est constitué de cités autonomes et qui cultive son âme spirituelle est tout à fait différent du projet mondialiste contemporain. Alors, quels sont les autres contributeurs de ces actes et de quoi traitent-ils ? Alors, on a essayé dans ce livre, donc qui est le résultat d'une université, mais de traiter le mondialisme sous tous ses aspects. Donc, d'une part, en montrant les précédents, en montrant en quoi, comme justement l'Empire romain, mais aussi la chrétienté médiévale, pour des raisons analogues, montrer en quoi la chrétienté médiévale n'était pas du tout un précédent qui puisse justifier le mondialisme. On a essayé de discerner quelles étaient les racines philosophiques, intellectuelles de cette utopie mondialiste, en explorant les Lumières avec Claude Rousseau, en explorant la métaphysique qui est derrière le mondialisme avec Maxence Écart, et puis la pensée américaine avec Philippe Conrad, comment le mondialisme est finalement le prolongement de la destinée manifeste que se reconnaissent les États-Unis. Et puis on a voulu étudier aussi quels étaient les instruments de ce mondialisme, avec à la fois le phénomène des clubs
clubs, la Trilatérale, le Bilderberg, le CFR, tous ces clubs, toute cette mouvance qui crée la gouvernance mondiale petit à petit et transforme les États en ces courroies de transmission. Ça, c'est Arnaud de Lassus qui avait consacré une conférence à cette question. Et puis, pour préparer ce mondialisme, eh bien, il y a le brassage des peuples qui est nécessaire, avec l'immigration qui nous est imposée au nom de l'antiracisme, qui nous empêche de lutter contre. Ça, c'était une conférence de Jean-Yves Le Gallou, avec le libéralisme économique tel qu'il est conçu aujourd'hui à grande échelle, avec le culte du libre-échange. Michel Sarlon-Malasser donc étudie la dimension économique du mondialisme, et puis la dimension européenne, comment l'Europe, l'Union européenne telle qu'elle a été conçue, ou en tout cas telle qu'elle a évolué, n'est pas du tout une Europe puissance qui serait une nation de substitution aux anciennes nations réputées épuisées, mais au contraire un cheval de Troie du mondialisme, une étape vers la disparition des frontières, à tel point que l'Union européenne revendique le fait de ne pas avoir de frontières extérieures et d'empêcher tout ce qui empêche la circulation des hommes, des biens, des personnes, dedans, mais aussi à l'extérieur de l'Union européenne. Une conférence de Bruno Gollnisch qui avait profité de son expérience de député européen pour faire le point sur tout cela. Et puis nous avons, étant une association catholique, Renaissance catholique, avait demandé à un prêtre, l'abbé Bruno Schaeffer, qui est mort depuis, bien de faire le point sur le magistère de l'Église vis-à-vis du mondialisme. Qu'est-ce que les papes nous ont dit du mondialisme? Quelles critiques en ont-elles faites? Quelles concessions lui ont-elles faites? Et on terminait avec une conférence du président de l'association, Jean-Pierre Maugendre, qui essayait de réfléchir sur les moyens que nous avons de revivifier nos identités nationales et notre identité chrétienne pour faire face au mondialisme. Merci beaucoup, cher ami. Donc, je vous renvoie, je crois, je ne peux pas mieux faire, à cet ouvrage qui répond, me semble-t-il, aux problématiques d'aujourd'hui. En particulier, il est certain que la crise des Gilets jaunes à laquelle nous sommes confrontés, il y a des liens avec le mondialisme. Merci infiniment donc, et nous nous retrouvons donc le 20 janvier prochain pour l'émission qui sera animée par Guillaume de Thieulois. D'ici là, bon dimanche à tous et que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde.